Le 13e jour du mois d'août de l'an 2025 restera, pour l'Afrique, comme une date gravée dans la mémoire collective. Ce fut un matin pas comme les autres. Un grondement sourd, qui n'était ni celui de la mousson, ni le tumulte ordinaire des marchés, s'est propagé à travers le Sahel. Pourtant, tandis que le ciel de la frontière malienne se couvrait d'éclairs et que des hélicoptères fendèrent l'air, le reste du monde, lui, gardait les yeux clos, les oreilles bouchées. Pourquoi ce silence aussi massif que pesant, alors que l'histoire africaine s'écrivait, en lettres de feu et de courage, sous nos yeux? Cette question est la porte d'entrée de notre enquête. Ce matin-là, l'opération baptisée Cave Strike, imaginée et orchestrée par le Burkina Faso, allait bouleverser tous les pronostics. À la frontière du Mali, là où les montagnes se dressent comme des murailles naturelles, et où, des années durant, des groupes armés avaient établi leurs repères, 107 combattants ennemis ont été neutralisés. Une frappe chirurgicale a mis hors jeu un réseau terroriste réputé imprenable, dont la logistique complexe s'étendait jusqu'aux marchés financiers internationaux. En quelques heures, ce sont des circuits financiers alimentant la violence depuis l'étranger, équivalent à plusieurs dizaines de millions de dollars, qui ont été gelés. Privés de cet oxygène, les groupes armés ont vu leur pouvoir s'effondrer. Mais il ne s'agit pas seulement d'un exploit militaire. C'est un électrochoc, un séisme politique et symbolique. Pour la première fois depuis des décennies, une armée africaine démontre, preuves à l'appui, que la souveraineté n'est pas un mythe ou une chimère. Elle prend chair et os dans les victoires réelles, dans la reconquête du territoire, dans la protection des frontières et l'imposition des priorités nationales. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de spectatrice des décisions qui la concernent, pose ici un acte majeur. Elle affirme, sans trembler, qu'elle se défendra seule, sans attendre la bénédiction ni la tutelle de puissances extérieures. Comment ne pas songer à d'autres bouleversements où des nations, jusqu'alors dominées, ont pris leur destin en main? On pense à la révolution algérienne en 1962, qui a brisé le joug colonial au prix de 1000 sacrifices. À la victoire de Dien Bien Phu en Indochine, où un peuple jugé faible a infligé une défaite humiliante à une armée occidentale suréquipée. Ici, c'est le Sahel qui s'éveille, et ce réveil fait trembler l'ordre hérité du passé. Pourtant, dans les grands médias occidentaux, ce triomphe à peine salué par les analystes africains est vite relégué en queue de peloton derrière d'autres actualités jugées plus importantes. Aucune couverture spéciale, pas de dossier approfondi, pas même un débat sur la portée géopolitique de cette victoire. Ce vide n'est pas fortuit. Il traduit une gêne profonde, presque existentielle. Car ce que l'Afrique vient de réaliser dérange l'ordre établi, bouscule les schémas néocoloniaux et interroge la place réelle des anciennes puissances. Refuser de regarder cette réalité en face, c'est perpétuer la soumission, renoncer à maîtriser le récit et accepter l'effacement de la dignité africaine. Pourquoi le silence dérange-t-il autant? Pour le comprendre, il nous faut plonger dans l'histoire longue du continent, explorer les racines de cette victoire et dévoiler les enjeux véritables de la souveraineté africaine. Pour saisir l'ampleur du bouleversement opéré par Cave Strike, il faut revenir en arrière et comprendre ce qui a rendu possible ce moment charnière. Pendant des décennies, l'Afrique a été décrite, dans les imaginaires occidentaux et parfois même chez elle, comme incapable de régler ses propres crises. Sur les écrans de télévision, les images qui défilent sont toujours celles d'un continent brisé. Pauvreté endémique, conflits sans fin, dépendance chronique à l'aide extérieure. Cette vision, martelée à l'infini, finit par scléroser les consciences. Le Sahel, en particulier, est devenu l'incarnation de cette intervention sans fin. D'immenses sommes d'argent, parfois plus de 10 milliards d'euros chaque année, sont promises, mais chaque année, l'argent s'évapore, détourné par la corruption, perdu dans les méandres de réseaux opaques, englouti par le clientélisme international. La sécurité se dérobe comme un mirage, l'autonomie demeure une façade fragile. Ce récit dominant est implacable. L'instabilité y serait une fatalité locale, conséquence d'un héritage trop lourd, insurmontable. Les solutions, elles, viennent toujours d'ailleurs. Les experts, les forces spéciales, les plans de relèvement, même la technologie la plus basique, tout est importé, jamais enraciné.
Dans cette histoire, l'Afrique ne décide pas. Elle subit, elle attend. On pense à la mission MINUSMA au Mali, qui a mobilisé plus de 15 000 soldats venus de plusieurs continents pendant près de 10 ans pour des résultats jugés largement décevants par la population locale. Pourtant, derrière ces images, une autre réalité existe. Trop souvent ignorée, elle raconte des victoires africaines, des villages reconstruits par les habitants eux-mêmes, des mouvements citoyens imposant la paix, des armées locales formées avec rigueur. On peut citer l'exemple du Rwanda, où la réconciliation nationale et la reconstruction post-génocide ont été portées par des initiatives autochtones, comme les tribunaux Gakaka. Mais ces réussites sont maintenues dans l'ombre, occultées par une presse internationale avide de drames et peu encline à célébrer les triomphes. Ce poids du regard occidental n'est pas neutre. Il façonne la manière dont le reste du monde perçoit l'Afrique, mais, pire encore, il modèle la façon dont les Africains se voient eux-mêmes. Il entretient l'idée que le salut doit forcément venir d'ailleurs, que la souveraineté est un rêve inaccessible, que la dignité se mendie. Chaque décision reportée, chaque appel à l'aide, chaque projet dicté de l'extérieur enfonce un peu plus le continent dans la dépendance, lui faisant perdre temps, ressources et autonomie. Ce cycle paraît sans fin. Mais, désormais, une nouvelle génération s'impatiente. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, dans les rues, mais aussi sur les réseaux sociaux, la jeunesse refuse l'attentisme. Elle revendique le droit de choisir ses modèles, de bâtir une sécurité qui ne se négocie plus, d'inventer ses propres solutions. Ce phénomène, on l'a vu lors des manifestations étudiantes contre la présence militaire étrangère au Niger ou lors de la mobilisation citoyenne pour la sécurisation des marchés d'Abidjan. Rester prisonnier de ces vieux récits, c'est condamner l'Afrique à tourner en rond, à gaspiller ses forces dans un cercle vicieux où l'aide devient poison et l'ingérence, routine. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la sécurité, c'est la maîtrise de l'avenir, la reconquête de la fierté et la capacité d'écrire enfin l'histoire selon ses propres termes, sans filtre ni intermédiaire. Comme en Asie du Sud-Est, où le Vietnam a su, à force de ténacité, inverser le cours de l'histoire face aux plus grandes puissances mondiales, le Sahel se dresse face à ses propres défis. Mais un événement va tout bouleverser. 13e jour d'août, en 2025. L'opération Cave Strike s'apprête à changer le destin du Sahel. Quelle est la genèse de cette opération? Comment une armée, que l'on disait condamnée à l'impuissance, a-t-elle pu orchestrer un succès aussi éclatant? Cave Strike n'est pas une frappe ordinaire. C'est un cri, une affirmation collective. L'Afrique nouvelle se relève, défie, accuse. Plus question de détourner les yeux, de reculer devant l'adversité, de mendier la protection d'autrui. Cette opération, c'est aussi la résultante d'années de frustration, de pertes et de deuil accumulés. Revenons sur le déroulement précis de cette mission. Le 13e jour d'août, à la première lueur, la phase initiale démarre. Des drones turcs, de type Bayraktar, bourdonnent au-dessus de la frontière. Leur mission? Cartographier chaque crevasse, chaque ombre dissimulée dans la roche, chaque mouvement suspect. Les images, transmises en temps réel au centre de commandement de Ouagadougou, offrent une vision totale, précise, du théâtre d'opération. Cette innovation rappelle les percées des conflits modernes, comme lors de la guerre du Haut-Karabagh, où les drones ont révolutionné la tactique au sol. La deuxième phase s'enclenche. L'assaut aérien. Sans un bruit, des hélicoptères Mi-35, pilotés par des équipages mixtes burkinabais et russes, surgissent du ciel et verrouillent toutes les issues. En quelques minutes, des frappes chirurgicales désorganisent de l'ennemi, détruisent de ses lignes de ravitaillement, sèment la panique. Les terroristes, pris en tenaille, sont incapables de se replier. Troisième phase, la plus risquée, l'infiltration des forces spéciales, burkinabais. En formation serrée, les soldats progressent dans la brume, investissent galeries et tunnels, neutralisent un à un les bastions ennemis. L'assaut dure moins d'1 heure, mais tout bascule. Pas d'hésitation. Chaque obstacle est franchi avec une précision quasi mathématique, fruit d'années d'entraînement dans des conditions extrêmes, inspiré de modèles israéliens ou sud-africains, adaptés aux réalités du terrain. Puis vient le nettoyage.
Pièce par pièce, les caves sont fouillées. Les blessés sont soignés, les prisonniers interrogés, chaque recoin inspecté. Le bilan défie l'entendement. Aucune perte du côté burkinabé, 107 adversaires neutralisés, un arsenal d'armes modernes récupéré. Parmi les saisies, des documents ultra confidentiels et des armes introuvables sur le marché régional, preuve que les réseaux terroristes bénéficiaient de complicité internationale. À titre de comparaison, lors de la saisie de l'arsenal du cartel de Medellín en Colombie dans les années 90, le choc avait été planétaire, mais ici, le silence prévaut. Mais l'effet de choc va bien au-delà des chiffres. Au fond d'une crypte, les soldats tombent sur plusieurs valises bourrées de liasses de dollars américains, d'euros et de livres sterling. Ces devises, classées au millimètre, représentent des centaines de milliers d'euros. Une preuve irréfutable, ces réseaux n'agissent pas seuls. Ils sont alimentés, financés, pilotés depuis l'étranger, selon une logique de guerre hybride où l'argent joue un rôle aussi central que les armes. À côté de l'argent, des plans, des cartes codées, des communications cryptées dévoilent l'ampleur de l'ingérence. Les messages interceptés révèlent des instructions directes, parfois en anglais ou en arabe, émanant de commanditaires basés à l'étranger. Tout indique la main invisible d'intérêts extérieurs, coordonnant sabotage, attaque et déstabilisation politique. Ces preuves pulvérisent le récit officiel qui réduisait la crise du Sahel à des tensions internes. On se souvient, lors de la guerre du Biafra, du rôle secret joué par certains lobbies internationaux. Ici, la transparence est brutale. Cave Strike met en lumière une vérité brute. La guerre au Sahel a changé de visage. Elle n'est plus seulement militaire. Elle est économique, téléguidée par des puissances lointaines qui manipulent, financent, attisent l'instabilité. Refuser de voir cette réalité, c'est accepter de retomber dans les cycles d'ingérence et de défaites masquées qui ont maintenu le continent dans l'insécurité permanente, comme ce fut le cas en République démocratique du Congo avec la guerre des minerais. Pour le Burkina Faso, Cave Strike n'a pas été qu'un succès tactique. C'est le début d'un nouveau paradigme sécuritaire où l'Afrique affirme son initiative, expose les ingérences, impose ses propres règles. La souveraineté cesse d'être une promesse abstraite, elle devient une conquête concrète, forgée dans la sueur et le courage de ceux qui refusent la soumission. C'est un moment de bascule comparable à l'émergence du Ghana indépendant sous Kwame Nkrumah, qui avait proclamé que l'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle incarne la libération de toute l'Afrique. Mais la victoire militaire ne suffit pas. Il faut désormais imposer ce nouvel équilibre face à des adversaires qui n'ont pas dit leur dernier mot. Les jours à venir s'annoncent décisifs. Toute victoire porte en elle le germe d'une riposte, d'un retour du refoulé. En l'espace de seulement 72 heures, les terroristes ont été anéantis et tout un territoire a commencé à renaître. Ce n'est plus une simple opération militaire. Un séisme a bouleversé la région, redessiné le destin de milliers de familles, rouvert les portes de l'espoir après des années d'exil et de peur. 12 villages autrefois rongés par la peur et l'isolement ont retrouvé la liberté. Plus de 8400 civils, qui vivaient cachés ou exilés, sont revenus sur leurs terres, dans leurs maisons, face à leurs souvenirs. Leurs retrouvailles, entre cris, larmes et chants, incarnent la résilience d'un peuple longtemps acculé, désormais debout, prêt à reconstruire. La sécurité restaurée, les écoles rouvrent. Les instituteurs, autrefois menacés, reprennent leur service. Les hôpitaux, privés de matériel pendant des années, accueillent à nouveau les malades. Les marchés, qui étaient déserts, recommencent à fourmiller. Ce retour à la vie permet de relancer entre 15 et 20 millions de dollars de productivité locale chaque année, une bouffée d'oxygène après des années de privation. Chaque salle de classe remplie, chaque étal réinstallé, chaque champ labouré, témoigne d'une reconquête tangible de la dignité. On observe le même phénomène de renaissance économique lors de la libération de Mossoul en Irak ou du nord-est du Sri Lanka après la guerre. Au-delà des frontières du Burkina Faso, les secousses sont immédiates. Au Mali et au Niger, les dirigeants observent et s'inspirent de la doctrine Traoré. Audace, unité, appui sur les forces nationales. Pour la première fois, une coopération militaire et politique inédite
voit le jour, brisant la méfiance héritée de décennies de manipulation étrangère. On évoque la création d'une « force sahélienne » sur le modèle de l'ECOMOG ouest-africaine qui avait déjà permis, dans les années 90, de stabiliser la Sierra Leone et le Libéria. Mais l'onde la plus profonde jaillit des réseaux sociaux. Partout en Afrique, des millions de jeunes, de mères, d'étudiants, de commerçants se reconnaissent dans cette victoire. Un souffle de fierté envahit rues et écrans. Drapeaux levés, refrains improvisés, hashtags viraux. Tout clame le même message. L'Afrique n'est plus l'arrière-cour de personne. Elle s'affirme, s'unit, ose rêver à voix haute. Ce réveil nourrit un imaginaire panafricain. Un continent qui invente ses solutions, les met en œuvre et ose les imposer au monde. Les parallèles abondent avec le printemps arabe, où la jeunesse avait imposé de nouvelles priorités, ou avec les mouvements Black Lives Matter, qui ont mis la dignité au centre du débat mondial. Pourtant, ce moment d'euphorie reste fragile. Si cet élan n'est pas consolidé, la peur et la division, semées depuis trop longtemps, pourraient refaire surface. La question cruciale demeure. Comment ancrer cette victoire pour qu'elle devienne un socle durable? Comment éviter que les vieilles plaies ne se rouvrent? L'histoire est riche de cas où de grandes victoires ont été suivies de retours en arrière. Pensons à l'indépendance du Congo, rapidement minée par les ingérences et la division. Tout dépendra des choix à venir. La suite va révéler si la région saura transformer l'essai ou retomber dans l'incertitude. Les prochaines semaines seront cruciales pour refonder la confiance entre armée, population et institutions civiles. La victoire de Cave Strike n'est pas un hasard. Elle résulte d'une stratégie mûrie, d'un pari collectif pour rompre avec la dépendance et bâtir une sécurité enracinée dans la réalité africaine. Premier pilier. L'adoption de technologies abordables, mais redoutablement efficaces. Les drones turcs, Bayraktar, les hélicoptères russes, les systèmes de communication cryptés n'ont pas été choisis pour leur prestige, mais pour leur adaptation au terrain, leur efficience et leur coût maîtrisé. Grâce à ces outils sobres mais puissants, une supériorité tactique inédite a été acquise, comparable à l'utilisation des armes légères par les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la technologie ne fait pas tout. Cave Strike, c'est aussi une révolution dans la formation. Les soldats sont aguerris aux menaces modernes, capables d'improviser, soutenus par un réseau d'intelligence communautaire. Autrefois victimes, les villages périphériques deviennent des alliés actifs. Ils offrent renseignements, soutien logistique et vigilance, transformant la population en première ligne de défense. Ce modèle rappelle la stratégie populaire maoïste, où chaque village devient un bastion de résistance. Le budget, lui, surprend. Tandis que certains pays engloutissent des milliards chaque année pour des résultats incertains, le Burkina Faso s'est contenté de moins de 20 millions de dollars par an. Ce montant modeste a permis de démanteler en une seule opération des réseaux criminels internationaux, de récupérer des ressources vitales et de briser la spirale de la peur. Cette efficacité rappelle les succès éclairs de l'armée vietnamienne lors de la libération de Saïgon, obtenue avec des moyens limités, mais une discipline de fer. Derrière ce pragmatisme, une philosophie claire, défendue par le capitaine Traoré, solutions africaines pour problèmes africains. Fini l'assistanat, rejet de la sous-traitance sécuritaire. L'Afrique ne veut plus implorer, elle veut concevoir, choisir, décider. Cave Strike incarne cette rupture radicale, une souveraineté affirmée dans l'action, comparable au virage amorcé par Thomas Sankara dans les années 80, lorsqu'il avait lancé le mot d'ordre « Produisons burkinabé, consommons burkinabé ». Mais l'élan reste fragile. Laisser les vieilles habitudes ressurgir, ce serait renier l'esprit de Cave Strike, compromettre l'unité, la dignité et le développement retrouvé. La véritable question s'impose. L'Afrique saura-t-elle faire de cette prouesse une norme durable? Saura-t-elle, comme la Corée du Sud après la guerre, transformer une victoire militaire en modèle de développement global? Rien n'est encore joué. Pour transformer l'essai, il faudra affronter de nouveaux obstacles, menaces de représailles, tentatives de division interne, pressions économiques. Mais il faudra aussi préserver cette volonté de changement, cette confiance nouvelle. Cela passera par des réformes institutionnelles,
l'intégration des anciens combattants dans la vie civile, la relance de l'agriculture et la refonte de l'éducation sécuritaire dans toute la région. Le véritable changement débute lorsque l'histoire se transmet, quand chacun se l'approprie. Celle-ci, c'est l'histoire du 13e jour d'août de l'an 2025, où le Burkina Faso a prouvé par l'exemple que l'Afrique pouvait défendre ses terres seule, sans attendre le secours de quiconque. Ce jour-là, la souveraineté n'a pas été un slogan. Elle a pris corps dans la poussière, l'urgence et le courage, là où tout semblait perdu. Ce récit doit être enseigné dans les écoles, débattu dans les universités, célébré dans les villages, pour que jamais la mémoire ne s'efface. Mais une victoire n'existe vraiment que si elle se partage. Si ce récit s'enferme dans le silence ou l'indifférence, le risque est immense. Voir le potentiel africain s'effacer, remplacé par une histoire écrite par d'autres, loin des rêves et des réalités du continent. Ne pas transmettre cette mémoire, c'est offrir au monde l'image d'une Afrique condamnée à attendre, à subir, à douter d'elle-même. À l'inverse, faire circuler cette histoire, c'est refuser l'amnésie. C'est ouvrir la voie d'une renaissance. C'est un acte de responsabilité, car chaque fois que ce récit voyage, il ranime la fierté d'un village, inspire un jeune, rallume la confiance dans une école ou sur un marché. La souveraineté prend racine là, dans l'esprit de chacun, dans la conviction que l'Afrique n'est pas vouée à la marge, mais capable de protéger ses richesses, de transformer son avenir, d'imposer ses propres solutions. On pense à Nelson Mandela, dont le combat individuel est devenu mémoire collective, tremplin pour toute une nation. Ce choix n'appartient plus seulement aux chefs d'État ni aux experts étrangers. Il vous revient, à vous qui écoutez ce récit. Êtes-vous prêt à porter cette histoire plus loin, à en faire un tournant dans la mémoire collective? Ou laisserez-vous cette victoire s'effacer, noyée parmi des informations venues d'ailleurs, oubliée comme tant d'exploits africains? La renaissance tant attendue ne naîtra pas d'un décret, ni d'un sommet lointain. Elle commence ici, maintenant, par l'acte de relayer une vérité qui dérange les équilibres anciens. La route vers la maîtrise économique, la sécurité retrouvée et la dignité reconquise passe par le courage de raconter ce qui a été accompli, et d'en assumer toutes les conséquences. L'Afrique n'a plus besoin de demander la permission d'exister selon ses propres termes. Comme le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique a la capacité de se réinventer et de surprendre le monde. Le silence occidental qui a entouré l'opération Cave Strike est une invitation à prendre la parole, à ne plus laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Quand l'Afrique partage ses victoires, elle transforme la perception du monde, elle défend l'avenir de ses enfants, elle dessine l'horizon d'une souveraineté réelle. Il est temps d'assumer ce rôle, de devenir les narrateurs de notre propre épopée. Alors, que choisirez-vous? Ferez-vous circuler ce récit pour que la vague née dans les grottes du Sahel devienne une marée de conscience et d'espoir à travers tout le continent? Ou accepterez-vous que le potentiel africain s'efface une fois de plus dans l'oubli, enseveli sous le poids de la résignation? L'histoire frappe à votre porte. Il ne manque plus que votre voix pour la faire résonner au-delà des frontières. C'est à vous de décider si, demain, les enfants du Sahel liront un manuel écrit par d'autres, ou s'ils entendront le récit vibrant d'une Afrique debout, fière, souveraine, qui ne se contente plus de survivre, mais qui choisit, enfin, de vaincre et de bâtir son avenir.